Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine pour une nouvelle émission politique Voix de fait, spéciale élection 2018. Et nous avons l'honneur de recevoir ce soir le MR, le mouvement réformateur de la commune de Forêt. J'ai sur le plateau Monsieur Laklofi Youssef. Bienvenue, c'est Youssef sur le plateau d'Al-Mouatine. Merci à vous. Et alors j'ai aussi Ève Roland. Bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Je vous remercie. Voilà. Et donc, nous allons, comme d'habitude, commencer par la première partie de notre émission. Et nous allons essayer d'aborder tout ce qui est lié, en fait, à la législature précédente, qui est toujours en cours, à savoir, depuis 2012, qu'est-ce que vous avez fait comme opposition sur la commune? Quelles sont vos actions et vos actes directs ou indirects? Monsieur Youssef, d'accord. Je vous donne la parole. Bien, d'abord, si on doit qualifier cette législature qui est passée, c'est une législature, en fait, qui ressemble plus à un mur. La majorité qui est en place, je rappelle, Parti Socialiste, Défi et Écolo, trois partis politiques qui, partout, vantent les bienfaits, les mérites de la concertation, du dialogue citoyen, de la participation citoyenne. En fait, tout au long de ces 6 années, sur des dossiers sensibles, ont décidé de passer en force et justement de ne pas jouer la carte du dialogue et de la participation citoyenne. Je vais m'expliquer. Oui. Premier exemple, c'est cette décision de généraliser les zones 30 sur l'ensemble de la commune de Forêt. Cette décision n'a pas été discutée au conseil communal. Il y a donc un problème démocratique à ce niveau-là. Elle n'a pas été discutée avec les habitants, avec les comités de quartier, avec les associations de commerçants. Et je trouve quand même pour des partis qui aujourd'hui vantent les bienfaits de la participation citoyenne, ils ont fait exactement l'inverse durant ces 6 ans. Même chose avec un dossier sur lequel il faut être honnête. La commune n'est pas au premier rôle. Elle n'est pas, elle n'est pas au levier, elle n'est pas une initiative. C'est la communauté française qui souhaite installer un centre ouvert pour jeunes. Donc une IPPJ. C'est un projet que, évidemment, les maires trouvent intéressant, mais il nous semblait quand même important d'en discuter avec les habitants du quartier, ça c'est une première chose, mais aussi de voir quelles sont les priorités sur la commune. Aujourd'hui, vous êtes dans une commune où il y a un manque de crèches, par exemple, d'infrastructures collectives, où on voudrait bien voir se développer une école secondaire, par exemple. Et on nous explique que finalement, nous, la commune, on n'a pas notre mot à dire, parce que les bâtiments appartiennent à la communauté française, nous ne sommes pas à la manœuvre, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce dossier, aux dernières nouvelles qu'on a eues, en posant des questions au bourgmestre lors justement de débats citoyens, aujourd'hui, on entend un autre son de cloche. Le dossier est complètement flou. On sait, il n'y a toujours pas de permis d'urbanisme qui a été déposé. Donc c'est pas réalisable. C'est pas que c'est pas réalisable, mais aujourd'hui, on voit un petit changement dans l'attitude de cette majorité, en disant, au départ on dit oui, on accueille ce projet à bras ouverts, aujourd'hui on change de position. On n'est pas à la manœuvre, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'il n'y a toujours pas de projet qui est déposé officiellement, et ainsi de suite. Donc on essaie de noyer le poisson finalement. Et ça a été systématiquement ainsi. Un autre problème très grave qui s'est passé sur la commune, dans une école où il y a eu un fait de soupçon, en tout cas, de pédophilie dans une école. Là, les parents de l'école se sont retrouvés confrontés à un mur complètement. Donc, vraiment, à ce moment-là, la communication a été très mauvaise à l'attention de ces parents qui, eux, ne demandaient qu'à avoir des informations, être rassurés. Ils ne se sont pas sentis compris, ils ne se sont pas sentis rassurés, que du contraire. Donc, ça a été systématiquement comme ça sur plein de dossiers. Un dernier exemple, et je terminerai par là. La commune a décidé d'abattre une série d'arbres, quand même
quand même assez interpellant dans une majorité où il y a quand même des écologistes qui sont présents, une série d'arbres. Là où vous avez eu une levée de bouclier d'habitants qui souhaitaient quand même qu'on garde ces arbres-là, et au motif que ces arbres seraient malades, mal entretenus, qui devraient être abattus, eh bien, on est encore une fois passé en force, malgré une interpellation citoyenne des habitants au conseil communal. Donc je dis attention, les discours, les promesses, moi je préfère qu'on s'en tienne à ce qu'ils ont fait réellement, quelle était leur attitude pendant ces 6 ans, et cette attitude, elle est, à mon sens, complètement opposée à ce qu'ils prétendent vouloir faire au niveau de la participation citoyenne et des dialogues avec les associations, les habitants et les commerçants. Roland, oui. Vous avez des choses aussi à dire par rapport en fait à cette législature 2012? Écoutez, donc moi je suis plutôt chef de groupe au CPS, donc et j'ai effectivement au niveau du CPS connu plusieurs expériences, disons, un petit peu problématiques. Ce qu'on peut par exemple dire, c'est que les travaux dans la maison de repos de Val des Roses, donc qui est la maison de repos et de soins du CPS, ont commencé en 2004 et nous sommes en 2018 et ils ne sont toujours pas terminés. Il y a toujours 32 chambres. Depuis 2004? Oui. Il y a toujours 32 chambres, donc ça fait 12 ans. Nous avons initié ces travaux, puisqu'on était en majorité, dans la majorité jusqu'en 2006. Donc, nous autres, notre projet était bouclé pour 2010. Donc, on avait obtenu les subsides de la région, tout était en ordre, tout aurait dû être terminé en 2010. Donc ici... Et quelle est la raison principale de ce retard, à votre avis? Ah, bien écoutez, c'est donc le souci, et qu'ils ont voulu évidemment faire, comment dirais-je, ouvrir des camps, tout, enfin bon, ils ont voulu fignoler un petit peu leur affaire, et puis ils sont excessivement lents dans leur prise de décision, aussi là au niveau du CPS. Et donc le problème est que maintenant on en est à une situation où il y a 32 chambres qui sont toujours en état de réfection depuis plusieurs années, et on a des listes de demandes, comment dirais-je, de candidats pensionnaires donc de la maison de repos qui eux n'arrêtent d'augmenter. Il y a plus de 50 demandes pour 32 lits qu'on pourrait occuper rapidement. Donc au fond, les forestois qui souhaitent se placer dans la maison de repos du CPS ne savent pas le faire parce que tout ça a pris du temps, tout ça a pris des... Et donc voilà, on est encore nulle part, en tous les cas, au niveau de la maison de repos du CPS. Et alors au niveau de votre tâche principale, au niveau du CPS, est-ce que les choses fonctionnent assez bien au niveau de la gouvernance et de la bonne gestion? Il y a également de sérieux problèmes, puisque les messages sont plutôt des fraudiens financiers. Donc le budget du CPAS est en expansion continue. Donc on est actuellement à 57 millions donc de dépenses, si vous faites le décompte, il y a donc la dotation communale, donc le déficit du CPAS est de 18 millions d'euros, donc c'est une somme quand même fort importante, alors que du temps où nous étions au pouvoir, bon, ça se limitait, le subside communal se limitait à 6 millions d'euros, pour donner faire une comparaison. Mais la commune n'est pas encore sous tutelle? La commune, elle a été sous tutelle, donc bon, maintenant apparemment ils ont perçu des subsides supplémentaires, donc de ce fait ils n'étaient plus en déficit, ils se vantaient d'être en boni. Mais enfin c'est tout à fait factuel, c'est parce qu'ils ont obtenu des subsides finalement inespérés en réalité. Donc mais disons que malheureusement on peut dire que la situation financière de la commune et du CPS sont très mauvais. Ça, c'est ce qu'il faut retenir donc de la situation actuelle. Donc, pour l'avenir, on a du pain sur la planche. Il y a effectivement clairement des priorités à mettre au point de vue bonne gouvernance et au point de vue gestion financière de l'administration. Ça, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce dossier gestion CPS? Tout simplement, la commune de Forêt a été mise sous tutelle, donc c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à gérer son budget, à présenter des budgets en équilibre et à présenter des comptes. Donc à un moment donné, il y a une mise sous tutelle qui se fait au niveau régional. Cette mise sous tutelle donne accès à la commune à un fonds de trésorerie régional.
Donc à ce moment-là, il y a des moyens supplémentaires qui viennent renforcer, qui viennent appuyer les politiques qui sont menées au niveau de la commune. Mais on le voit que même avec ce coup de pouce, qui n'est pas une petite chose, hein, on parle de plusieurs millions d'euros, même avec ce coup de pouce régional, la commune continue toujours à présenter des difficultés au niveau de sa gestion financière. Parce qu'on ne prend pas des dispositions pour être plus rigoureux au niveau de la gestion. On se lance toute une série de nouveaux marchés, toute une série de nouvelles missions à accomplir, de nouvelles compétences et ainsi de suite. Tout ça évidemment coûte de l'argent. Et finalement, les résultats ne sont pas toujours là. C'est pas qu'on est contre les investissements, il en faudrait, mais je crois que les priorités elles sont ailleurs, clairement. Pour vous, donc, au niveau de l'éthique et au niveau de la bonne gouvernance, ça se passe plutôt bien. Mais c'est pas mon avis à moi. Mon avis à moi, on peut le considérer comme étant un avis partisan. C'est pas nous qui le disons. C'est la tutelle, par exemple, au niveau du CPS, c'est le gouvernement régional, qui a quand même pointé du doigt toute une série de dysfonctionnements plus ou moins graves avec des problèmes. Donc c'est pas l'avis du MR qui est là-dedans, c'est quelque chose qui est complètement vérifiable, objectif. Mais donc nous, on ne jette pas évidemment la pierre on ne dit pas que tout est mauvais au niveau du CPS. Là, il y a des choses aussi qui sont faites, qui sont bien faites, qui sont positives. Mais il faut une amélioration très clairement au niveau et un peu plus de rigueur au niveau de la gestion du CPS. Okay. Vous voyez le chiffre que Yves a mis en avant. La dotation communale, c'est-à-dire que l'argent qui est transféré de la commune vers les CPS, à l'époque où le MR était aux affaires, se limitait à 6 millions d'euros. Et avec ça, on arrivait quand même à remplir tout le cadre et toutes les missions. Avec ce montant-là, aujourd'hui, on a un montant 3 fois supérieur à ce qu'il était. Et on arrive avec 18 millions d'euros et on a encore des problèmes. Donc je ne sais pas où cela va s'arrêter, mais à un moment donné, il faut mettre le harreau, comme on dit, tirer le tocsin et dire maintenant ça suffit, on veut un peu plus de rigueur à ce niveau-là. Justement, on va passer à le deuxième axe de notre entretien de ce soir et on va parler de ce que vous allez faire après le 14 octobre, si vous êtes dans la majorité. Au niveau, par exemple, de l'emploi et de l'économie, est-ce que vous avez des propositions crédibles et concrètes? Tu veux que Oui, vas-y, tu sais. Donc au niveau de l'emploi, on sait très bien que les questions d'emploi ne sont pas liées, ne se règlent pas au niveau communal. Le niveau d'emploi se règle au niveau de la région, au niveau du fédéral. Mais au niveau communal, ça ne veut pas dire qu'on est désœuvré par rapport à ça. Ce qu'on peut faire, c'est de l'accompagnement. Il faut savoir qu'à Forêt, il y a un taux de chômage important, et notamment chez les jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui dépendants du CPS, par exemple. Alors, ce qu'on propose, c'est d'orienter le volet insertion socio-professionnelle du CPS, c'est-à-dire les articles 60, le PTP, vers les métiers en pénurie. Car on trouve quand même qu'aujourd'hui, la politique d'article 60 est sortie de son cadre, de son esprit, en fait, au départ. Au départ, c'est l'idée de l'article 60, c'est d'aider quelqu'un à se former, à trouver un emploi, s'insérer dans le marché de l'emploi. Donc s'insérer dans le marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'est plutôt une espèce de contrat tremplin pour sortir du CPS et se retrouver au chômage. Donc finalement, on fait faire à ces articles 60 un peu tout et n'importe quoi. On les voit travailler dans des administrations au niveau des communes, au niveau du CPS même, à faire des choses banales qui n'ont pas une véritable plus-value. Ces gens ont l'impression, en sortant du contrat, en finissant leur formation article 60, finalement d'avoir très peu appris. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ces gens sortent formés et sortent avec une véritable formation qui puisse leur permettre de trouver un débouché au niveau du travail. C'est ça qui est important. Et c'est pas simplement de passer les gens d'une caisse, c'est-à-dire celle du CPS, à une autre caisse, celle du chômage. Ça n'a aucun sens, évidemment. Donc alors, vous allez mettre en place d'autres mais ça, c'est au niveau du MR, c'est-à-dire que pas simplement nous à Forêt, ça c'est une volonté du MR générale, d'orienter
le volet insertion socio-professionnelle du CPS vers les métiers en pénurie. Il faut quand même savoir qu'il y a des milliers d'emplois aujourd'hui qui ne trouvent pas preneurs par manque de formation. Voilà. Et donc, pour nous, il est très clair que c'est une des pistes à suivre. Ce sont les emplois en pénurie, effectivement, qui devraient être la solution donc pour pouvoir remédier un petit peu au chômage qui est malheureusement très important sur Forêt, effectivement. Donc, et est-ce que au niveau du CPS, par exemple, vous travaillez déjà sur ce genre de mécanisme d'accompagnement, justement, pour donner plus d'autonomie à une personne qui obtient un article 60, ou pour l'instant, ça n'existait pas? C'est-à-dire que, bon, il existe effectivement un service d'insertion socio-professionnelle, donc, qui, comment dirais-je, suit vraiment les bénéficiaires d'article 60. Les bénéficiaires d'article 60 et qui les conseillent, disons, dans leur formation et dans leur placement. Mais je pense que ce n'est peut-être pas suffisamment, on n'axe pas suffisamment la formation sur les métiers en pénurie. Donc on arrive avec des gens qui veulent faire des formations et qui finalement n'aboutissent pas toujours ou n'aboutissent pas vraiment, en tous les cas de manière satisfaisante, à vraiment l'obtention d'un emploi pour le demandeur. Monsieur Youssef, au niveau de la fiscalité communale, vous parlez de la commune qui a des difficultés financières et le CPS, etc. Est-ce que ça ne risque pas, par exemple, d'aboutir à des décisions, d'avoir plus d'impôts, plus de taxes en charge pour les citoyens forestois? À condition que le MR soit au pouvoir. Évidemment que si le MR est au pouvoir, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter ces prises de décision-là. Comment on le fait? De toute manière, au niveau des finances, c'est pas sorcier. Vous avez 3 moyens d'agir. Ou vous jouez sur les recettes, vous augmentez la fiscalité, ou vous jouez sur les dépenses. Et vous essayez de réduire les services, les dépenses que vous accordez aux forestois. Ou vous faites un peu des deux. Vous augmentez un peu votre fiscalité et vous baissez un peu les services qu'on donne à la population. Donc, notre volonté à nous, évidemment, c'est d'abord d'avoir une vision, parce que on ne peut pas vous parler depuis l'opposition de l'état précis de la situation financière. Ça demanderait un travail important. Mais d'abord, faire un état des lieux de la situation, ça c'est une première chose. Voir où il est possible encore d'avoir, de faire mieux avec moins de dépenses. On estime quand même qu'il y a plusieurs cadres au niveau, enfin plusieurs services où on dépasse un peu les cadres au niveau des emplois. Mais d'un autre côté, évidemment, on essayera de faire tout ce qui est en notre possible pour réduire la fiscalité sur le travail, c'est-à-dire réduire le centime additionnel au niveau du précompte de l'impôt sur les personnes physiques, par exemple. Au niveau du précompte immobilier, on sait quand même qu'il y a eu une forte augmentation ces 6 dernières années. Alors cette forte augmentation, elle est due à 2 choses, pas simplement au niveau communal, mais parce qu'il y a eu une augmentation du précompte immobilier au niveau de la région déjà. En 2015, il me semble, s'en est suivi une augmentation au niveau forestois. Donc les propriétaires forestois sont doublement pénalisés à ce niveau-là. Donc ce qu'il faudrait faire, à mon sens, c'est voir s'il est possible, et on le fera, de prévoir une enveloppe budgétaire pour alléger un peu la charge fiscale au niveau des monopropriétaires. Les monopropriétaires qui habitent leurs biens. Donc les personnes qui sont propriétaires d'un seul bien en forêt qui y habitent, on pourrait envisager de créer une enveloppe budgétaire, une prime. Pour les soulager. Pour les soulager, moyennant qu'ils rentrent un dossier à la fin de l'année, qui rentrent un dossier auprès de l'administration communale et ils recevront une prime à ce niveau-là. Pour Roland, par rapport en fait à l'action sociale et l'aide aux personnes qui rentrent toujours dans vos compétences, oui, bien sûr. Quelles seraient alors vos propositions après le 14 octobre? Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? Moi je suis effectivement très attaché, disons, à
comment dirais-je, résorber les problèmes sociaux donc qui se posent malheureusement assez nombreux à Forêt. Et donc moi je voyais donc mon intention c'était de constituer au sein du CPS donc pour autant bien sûr qu'on ait la gestion du CPS était de constituer un pool d'assistants sociaux qui essayerait, disons, en priorité, donc d'aider les gens qui, si vous voulez, qui n'ont pas, qui ne touchent pas les pensions ou les allocations auxquelles ils auraient droit. Et ces gens sont encore assez nombreux. Hein. Il existe. Donc c'est le CPS qui va le créer. C'est le CPS qui va créer ce service. Voilà, devrait créer ce service avec des assistants sociaux qui étudieraient systématiquement donc le dossier de toutes les personnes donc qui se présentent au CPS. Pour un public cible ou pour tout le monde? En tous les cas, au départ, pour les demandeurs. Hein, et puis, évidemment, donc, dans la mesure du possible, pour tout le monde. Moi, je pense que c'est mieux. Donc, les gens qui ont droit à la GRAPA, donc, si vous connaissez peut-être, c'est la garantie de revenus aux personnes dans la personne âgée. Donc, il y a encore beaucoup trop de gens qui ne savent pas qu'ils y ont droit. Hein. Donc c'est actuellement quand même, et ça a été augmenté sérieusement, donc c'est plus de 1100 € par mois. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je n'ai que 700, je n'ai que 800 € par mois. Bien, bon, ces gens sont mal informés. Hein, s'ils faisaient, comment dirais-je, des démarches auprès de la Tour du Midi, ou ici, donc c'est le SPF, comment dirais-je, service de sécurité sociale, donc ils pourraient obtenir la GRAPA, on pourrait obtenir l'aide à la personne âgée aussi, donc c'est pour les personnes plus handicapées. Vous avez l'aide à la personne handicapée tout court pour les... Ce sont des complémentaires ou... Des compléments, donc vous avez droit, donc en général, donc pour une personne donc qui est qui a droit à une allocation de handicapé, bon, c'est suivant évidemment le handicap. Hein. Quelqu'un de plus handicapé perçoit davantage que quelqu'un qui l'est moins. Mais enfin, disons qu'on peut considérer que toute personne qui est handicapée a droit ici en Belgique à une allocation. Une allocation pour handicapés de l'ordre de 1400-1500 € par mois. Donc, est-ce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui ignorent. Qui l'ignorent, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas. Voilà, tout à fait. Même au niveau du revenu d'intégration, donc on dit toujours que le MR est antisocial, enfin certaines personnes le prétendent, mais donc comment, si vous regardez donc l'évolution du revenu d'intégration, donc il n'a jamais autant augmenté que depuis que vous allez mettre ce service en place. Et ce service c'est ce que j'aurais souhaité faire. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, il n'y a pas de. Bon, on s'explique-bloque de temps en temps quand une personne en parle, on en discute avec elle, mais il faudrait que ce soit systématique. Et officiel. Que ce soit officiel. Donc, on le fasse pour tout le monde, et je pense qu'il y aurait déjà beaucoup, en tous les cas pour les personnes qui sont démunies, il y aurait déjà pas mal d'améliorations si on faisait ça, en tous les cas au sein de la commune. Et d'autres projets? Toujours à partir du CPS. Ce que je voudrais évidemment, bien sûr, aussi, c'est terminer le plus vite possible ces 32 chambres qui restent ouvertes, hein, alors que on a une cinquantaine de personnes qui sont en liste d'attente, qui attendent pour pouvoir rentrer à la maison de repos, qui sont seuls à la maison, qui ne savent pas se prendre en charge. Donc, ce sont des choses, je pense, qui sont indispensables de faire et le plus rapidement possible, et notamment donc ces 32 chambres, terminer les travaux. Théoriquement, d'après le contrat, les travaux devraient être terminés depuis octobre 2016. Donc voilà, pour une raison qu'on ignore, je pense qu'il y a eu des malfaçons, des choses pareilles. Et à cause de ça, donc, les forestois qui ont besoin qui sont dépendants, qui ont besoin des soins d'une infirmière, qui ont besoin de se placer en maison de repos, eh bien, ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont, comment dire, on est englué dans ce problème donc de travaux là au niveau du Home Val-des-Roses. Donc maintenant, on peut dire aussi, par exemple, que les repas à domicile, on sert pour 80 personnes des repas à domicile, c'est insuffisant. Hein. Donc il y a beaucoup de... Vous allez augmenter... On devrait pouvoir augmenter. Et la demande, la demande existerait certainement. Hein. Donc, mais il faut une bonne gestion, parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les recettes diminuent et les dépenses augmentent. Donc manifestement, il y a un mauvais fonctionnement de l'administration. Ben justement, la question que je poserai au niveau de l'éthique et la bonne gouvernance, Youssef, comment vous voyez le fonctionnement alors général de la commune à ce niveau-là? Écoutez, au niveau de l'éthique, je veux dire, chacun a son éthique.
pour parler très brièvement, moi je ne sais pas ce qu'on peut entendre par là au niveau de l'éthique. Je crois qu'il y a beaucoup de déclarations de principe. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de transparence au niveau de la gestion de la chose publique. Je crois qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la classe politique parce qu'il y a une crise qui a été très grave. C'est la crise de ce qu'on a connu à la ville de Bruxelles, avec le SAMU social, avec tous les scandales qui ont éclaboussé, les affaires qui ont éclaboussé en Wallonie. Donc, tout ça, évidemment, et à juste titre, pose des interrogations et des nouveaux enjeux pour demain. Donc, nous, de notre côté, on n'a aucun problème à être transparent. Ce qu'on attend d'un mandataire politique, c'est d'abord de gérer ses compétences en bon père de famille et de répondre aux interpellations des citoyens. On est quand même à un niveau local. Je veux dire, on est des mandataires qui sommes tous les jours en contact de la population. Les gens nous interpellent, que ça peut être au marché, au café, devant l'école et ainsi de suite. Donc nous, de notre côté, on n'a rien à cacher. Ça c'est une chose. Maintenant, je veux dire, chacun a son conception de ce qu'est l'éthique, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est simplement respecter le cadre de la loi. Un échevin, un président de CPS, un bourgmestre ne fait pas ce qu'il veut. Il doit respecter la loi et rester dans le cadre de ce que lui impose la loi. C'est tout. Au niveau de la jeunesse, et par exemple la jeunesse et le sport, est-ce que vous avez des propositions que vous allez mener après le 14? Au niveau de la jeunesse et des sports, il y a quand même deux choses. Parlons d'abord des sports. Nous, on a été très surpris il y a quelques semaines lorsqu'on a entendu l'échevin des sports, M. Wartassi, déclarer dans la presse qu'il s'était penché sur un projet de construction d'une nouvelle piscine, d'une piscine à forêt. Et que pour lui, il fallait une piscine comme celle qui est à Mons, une piscine olympique qui va nous coûter les yeux de la tête. On dit oui, ok, d'accord, mais comment le financer, ce projet? Et d'ailleurs, je pense que son propre bourgmestre l'a laissé tomber publiquement en disant que Monsieur Wartassi, je dis texto, il l'a dit en séance publique, il a dit Monsieur Wartassi a passé la barre un peu trop haut. Si on avait une petite piscine qui serait en plus une association de communes, donc déjà il se rend bien compte qu'il ne pourra pas la faire tout seul s'ils arrivent à la faire, mais la faire en collaboration avec peut-être Uccle ou peut-être Anderlecht. Donc nous on est très mal à l'aise avec ces genres de propositions de dernière minute. Qui tombe comme un cheveu dans la soupe. À quelques semaines des élections communales, on dit on va créer une piscine. Bon. Une piscine, il faut d'abord trouver les budgets. Il faut trouver le terrain. Parce qu'on a parlé à un moment donné de plusieurs implantations, mais on a découvert que ces implantations étaient déjà prises par d'autres projets qui étaient déjà là bien avant. Donc on est dans le flou le plus total à ce niveau-là. Nous, effectivement, la piscine, c'est pas notre priorité. Ce qui est notre priorité, c'est d'abord répondre au manque de crèches. C'est continuer les investissements au niveau de la rénovation des écoles. On sait que cette majorité a fait des efforts à ce niveau-là, plus de 5 millions d'euros par an pour rénover des écoles. Comme vous voyez, quand il y a des choses bien, on le dit aussi. Bien sûr. On ne dit pas que tout est noir dans le tableau. Bien sûr. Donc maintenir, en tout cas essayer d'accroître ces efforts au niveau de la rénovation des écoles, au niveau de la création de crèches. Parce que là, visiblement, on est très loin, il y a une véritable pénurie à ce niveau-là. Ensuite, à notre sens, à nous, il faut discuter avec une ou deux communes voisines pour voir s'il est possible de faire ensemble une piscine, et voir même au niveau de la région, s'il n'est pas possible d'avoir une piscine même régionale. On pourrait trouver les espaces suffisants pour le réaliser. Maintenant, l'échevin ou l'échevine qui sera en charge de cette compétence-là, des sports, eh bien, c'est à elle de faire le boulot, d'aller frapper aux portes. En tout cas, si, pour ma part, je deviens échevin du sport ou que Yves Roland devient échevin du sport, je crois que c'est le cheval de bataille qu'on adoptera, c'est d'aller frapper aux portes d'abord des communes voisines, voir s'il n'est pas possible de faire un projet ensemble, ensuite d'aller voir au niveau de la région. Partout où c'est possible. Pour voir, mais si on le fait, en tout cas, on attendra d'abord d'avoir du consistant, du
du concret avant de s'étendre dans la presse ou de dire aux Forestois qu'on vous fera une piscine. On sera très prudent à ce niveau. D'autres propositions en dehors de la piscine qui n'est pas encore réalisable? Est-ce qu'il y a par exemple un manque de maisons de jeunes, des maisons de créativité, etc. Ce genre de projet pour les jeunes? Je ne pense pas qu'il y ait un manque de maisons de jeunes. De maisons de jeunes. Je pense qu'il y a un manque d'investissement au niveau des acteurs de prévention, au niveau des travailleurs de prévention. Quand j'entends ou je constate que dans un quartier où il y a 5 000, 6 000 jeunes, vous avez un seul travailleur social qui doit couvrir ce secteur-là, il faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Donc, évidemment, si on ne met pas les moyens, ça c'est une chose. Il faut engager plus de personnel, c'est ce que vous voulez dire? Il faut en tout cas certainement engager plus de personnel, ça c'est sûr. Mais ce qu'on a besoin d'abord, c'est de dire aux travailleurs qui sont là aujourd'hui, de les remotiver, de leur retrouver une envie de se battre pour les jeunes, parce que repenser leur statut, etc. Repenser leur statut, leur proposer de suivre des formations qualifiantes, ça c'est important. Et ensuite, leur donner des objectifs clairs. C'est-à-dire aujourd'hui, ils ne sont pas véritablement évalués, pas véritablement contrôlés au niveau de leur travail. On leur donne pas des tâches très précises à réaliser. Ils sont un peu en freelance dans leur travail. Ils sont un peu libres de faire un peu libres de faire ce qu'ils veulent, mais je veux dire, à un moment donné, il faut évaluer le travail. Voilà. Donc, de notre côté, on est très clair par rapport à ce travail-là. On soutiendra les maisons de jeunes, on soutiendra les travailleurs de prévention, mais on sera aussi très attentif à avoir des évaluations et avoir des résultats concrets sur le terrain. Ok. On va passer à la dernière étape de notre entretien de ce soir. Le dernier mot, Roland, pour les citoyens de la commune de Forêt. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre? Ben voilà, donc je pense qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes, donc ça fait 12 ans au fond que l'actuelle majorité est en place. Ça fait 12 ans. Beaucoup de promesses, 12 ans, donc ça fait deux fois 6 ans. Donc, de il mandat. y a eu énormément de promesses, on avait promis beaucoup de logements sociaux, je ne sais pas si on peut en compter sur le doigt d'une main qui ont été construits. On vient seulement maintenant d'entamer les travaux là, donc dans un quartier donc bien précis, où moi j'ai connu une dame, en tous les cas, une personne âgée, qui a 10 ans, on l'a fait quitter son appartement, on l'a déraciné. Elle habitait dans un logement social forestois, et on l'a envoyée parce qu'on allait soi-disant faire des travaux. Et c'est 10 ans après, et on commence à peine les travaux, et cette dame a donc été déracinée, elle a dû être placée dans une maison de repos, parce que simplement, on avait estimé qu'on allait commencer les travaux, et que voilà, donc elle ne pouvait plus occuper son appartement. Donc à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de promesses. On leur a promis des logements sociaux, on parle de parascolaires, de choses pareilles qui ne se réalisent pas. Si vous comparez la commune d'Uccle, le parascolaire dans la commune d'Uccle avec le parascolaire dans la commune de Forêt, et vous voyez tout de suite la différence. Donc c'est beaucoup mieux géré à Uccle qu'à Forêt. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire donc aux citoyens forestois, donc il est possible de faire mieux que ce que nous faisons actuellement à Forêt. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se fait autour de nous. Et je pense que c'est en votant pour le maire que nous arriverons, en tous les cas, à changer les choses. Et je souhaite, bien entendu, que la population nous comprenne et que donc le vote pour nous, évidemment, le 14 octobre. Voilà. Monsieur Laclofi, qu'est-ce que vous voulez dire d'un dernier mot pour les forestois? Mais moi, je voudrais d'abord rebondir sur la question du logement, parce que c'est vrai que la question du logement, on n'a pas parlé lors de cette émission, mais c'est une question qui est importante. Il faut savoir que durant ces 12 dernières années, la majorité en place n'a pu créer que 10 logements sociaux supplémentaires sur la commune. 10 logements en 13 ans. Oui. Voilà, c'est des chiffres qui nous ont été présentés par c'est insignifiant par rapport à la crise que connaît Forêt. Il faut savoir quand même que à Forêt, il y a du mal logement. Énormément de mal logés. Et que le loyer moyen a augmenté de 50% en 10 ans. C'est énorme. Donc il y a une véritable difficulté à ce niveau-là. On voit également des dizaines et des dizaines de logements vides.
sur la commune, inoccupés. Il y a un véritable problème à ce niveau-là. Que fait la commune? Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait. Je sais de bonnes sources que quelques dossiers ont été instruits auprès de la direction, de l'inspection régionale du logement. Mais je trouve que les efforts sont trop peu. Il faut mettre la pression sur les propriétaires pour remettre leurs biens en ordre et en location. Des primes existent, des accompagnements spécifiques existent, mais il faut simplement appliquer la loi. Et donc, je trouve qu'au niveau du logement, ça sera un des grands défis de la prochaine législature, un des grands défis, et nous, OMR, on est prêts à relever ces défis. Alors, simplement, dernier message à dire aux forestois qui nous écoutent. Première chose, évaluez d'abord ces 12 dernières années. Est-ce que les promesses qu'on vous a faites en son temps, est-ce qu'elles ont été tenues? Est-ce qu'aujourd'hui, la commune est plus attractive, plus propre, plus sécurisée? Est-ce qu'il y a plus d'activités culturelles ou économiques sur la commune qu'il y a 12 ans? Donc ça, c'est une première chose. Évaluer d'abord le bilan de cette majorité sortante. Ensuite, comparer les programmes, tout simplement, et ne vous laissez pas avoir par de la propagande, par des slogans, par des mensonges, parce qu'on va raconter partout que le MR est un parti de riches, un parti antisocial. Chez nous, d'ailleurs, on a fait un tract commun, Yves Roland et moi-même, et Fatima Bourras, que nous saluons, et Carmen Ionescu. On a fait un tract commun avec des propositions très claires au niveau de l'action sociale, que ce soit en matière de logement, en matière de santé, en matière de CPS, en matière d'alphabétisation, de travail avec les femmes. Et tout ça pour simplement dire aux forestois que nous aussi, nous avons une conception du social. Certes, elle n'est pas la même que les partis de gauche, parce que nous, l'action sociale, elle vise à émanciper les personnes, à intervenir à un moment donné, lorsque ces personnes ont une épreuve, une difficulté dans la vie, et les aider à surmonter cette difficulté. D'autres partis, les partis de gauche généralement, en tout cas au Parti Socialiste, on aime avoir des gens qui sont dépendants socialement, pour qu'ils puissent être par la suite dépendants politiquement. Voilà. Et Yves Roland, merci d'être là ce soir et d'accepter notre invitation. Youssef Lakloufi, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.